Bonjour les petits amis. Je me demande si je suis pas un petit peu haut. On va se mettre comme ça sera peut-être un peu mieux. Bref, bienvenue pour la vidéo du week-end. On va commencer. Il y a deux, trois trucs importants à dire. Ça va être, je vais essayer de faire un peu plus vite que d'habitude quand même, parce que c'est vrai que bon, 2 heures de vidéo c'est peut-être un peu long. Bref, je commence par vous montrer notre. Maintenant, vous avez l'habitude, hein, le Fear and Greed Index que j'aime beaucoup. Et on est passé dans le vert. Voilà, ça y est. Je suis content parce que je me souviens, il y a 3 semaines, j'ai commencé à faire tous les dimanches une vidéo, une préparation pour la semaine à venir. On était dans Extreme Fear, ici, dans le rouge. Et au fur et à mesure que les semaines passent, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, et là, bam, ça y est, on est revenu dans le vert. Fin d'année, rallye de fin d'année, ça y est, on est dans les starting blocks. Il a commencé, hein, c'est pour ça qu'il faut toujours être dans l'anticipation, hein, parce que sinon on monte dans le train trop tard. Hein. Faut monter dans le train avant qu'il arrive en gare, si vous voulez. Il faut toujours anticiper. Ok. Bon, eh bien, on va commencer. Il y a pas mal de choses à dire. D'abord, on jette un petit coup d'œil à nos 3 indices préférés. Hein. Je rappelle, hein, c'est une vidéo de marché principalement états-unienne. On parle des États-Unis. J'aime beaucoup les marchés américains, US. Donc voilà. Là, nous avons le Russell, toujours le plus fort. Vous voyez, le Russell, il a explosé. Hein. Et il est en plus, c'est celui qui est le plus adapté à faire du swing, du trading de position. Il est vraiment pépère. Quand il prend une direction, voilà, il la prend, il fait pas semblant. Le Russell, je suis désolé, mais moi je l'aime bien pour du trading de position. Voilà. Et c'est le plus fort. Et ça fait 3 semaines, voire 4 semaines que je le répète. Le Nasdaq étant le plus faible. Ça c'est pareil, je le répète depuis 3 semaines, le Nasdaq c'est ici, le petit dernier. Voilà. Le Nasdaq, il est toujours en dessous du point du 7 octobre, le NFP qu'on avait fait, la ligne qu'on avait tracée pour le NFP du 7 octobre, alors que les deux autres ont largement dépassé ce point. Hein. Largement. Et vous verrez que le Russell a dépassé ses moyennes mobiles 50 jours et 125 jours, alors que le Nasdaq, il est encore en dessous des 3. C'est le plus faible, le SP étant l'intermédiaire. Bon, donc vous voyez, on a une très belle reprise qui s'est amorcée il y a déjà 3 semaines. Il y a 3 semaines de ça, on arrivait au bord du gouffre. Je disais attention, attention, signal d'alarme. Si on passe en dessous, c'est la mort, c'est la cave. On a défendu. Et depuis on enchaîne. Je vais vous montrer un petit graphique très sympathique. Depuis, on enchaîne les super semaines. Et là, on vient d'enchaîner 2 semaines comme on n'avait pas fait depuis très longtemps. Voilà. Ça, c'est la performance du S&P dans lequel on ne tient pas compte de la capitalisation des entreprises qui y sont cotées. Chaque entreprise vaut pour la même part. Bon, peu importe. Là, c'est pas important pour le propos, mais là, on a eu, et ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. C'était pas arrivé depuis 2 ans. C'était ici en 2020. On a eu deux grosses semaines à la suite, ultra bullish, ultra bullish. Et ça faisait vraiment très longtemps. Vous voyez, c'est 2 semaines à la suite. C'était pas arrivé depuis 2020 ici, après au moment du Covid. Donc ça, c'est déjà à signaler. Donc vraiment, on est dans quelque chose de très fort, une réaction assez forte. Et bon bah j'en parle tous les dimanches depuis 3 semaines à moi, mais on va revenir dessus. Et chaque semaine, il y a son petit lot de détails en plus. Et cette semaine, on va voir pourquoi.
Pourquoi? Parce que ça se passe à peu près toujours pareil. On a toujours à peu près le même profil de semaine qui soit balance. Alors attendez, là on va passer sur un autre graphique pour expliquer ça, vite fait. Je vais vous mettre le market profile. Regardez. J'ai commencé à faire mes vidéos ici, je crois. On va les mettre en développé les semaines. Et je me souviens de cette semaine-là avec le responsive buying tout en bas. Ça, ok, j'avais fait une vidéo pour parler de ce niveau-là. On va la mettre en développé. Voilà. Bon. Et ensuite, mes analyses commencent vraiment à partir d'ici. Et on a depuis toujours le même type de semaine, vous remarquerez. Soit on balance une grosse partie de la semaine et ensuite on fait un reverse total, soit on monte, on balance et on revient chercher un point d'achat et on remonte tout en haut et on clôture tout en haut. Et c'est ce qui s'est passé en 2 semaines de suite là. On balance, on va chercher un point d'achat, on va s'acheter des acheteurs et on reverse total et on clôture tout en haut 2 semaines de suite. C'est là, il s'était passé la même chose ici, même si on n'avait pas clôturé tout en haut, on était allé chercher un point d'achat, on avait fait un reverse très puissant. Je me souviens sur cette semaine-là. Après, le vendredi, on était venu clôturer à peu près aux 50% de la grosse montée qu'on avait eue la veille, mais dès le lundi matin, dès le dimanche soir, on était reparti bullish. C'était vraiment impressionnant. Donc ça fait 4 semaines, hein, 1, 2, 3, 4 semaines, non 3 semaines, 1, 2, 3, 3 semaines que c'est à peu près toujours la même configuration. Parce que c'est, je le répète, news flow dépendant, data dépendant. Ce sont des marchés qui réagissent aux news très fébrilement. Très fébrilement. Et on a encore un exemple cette semaine, on va en parler. On va en parler. Je vais d'abord, première partie comme d'habitude, faire un peu de contexte. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qu'on attend pour la semaine prochaine? Je vous promets, je vais essayer de faire vite. Et après, on passera sur les graphiques. Ok? Allez. Sur le plan de la politique, rappelons que d'un côté de l'Atlantique aux US, ça va être l'époque des élections de mi-mandat, hein, vers le 8 novembre. On va en reparler un tout petit peu. Et du côté de la Chine, rappelons que on a, comment il s'appelle déjà, Xi Jinping, qui a été renouvelé pour un 3e mandat. Alors, ça a effrayé pas mal les fonds, les hedge funds ou les fonds internationaux qui espérait que la nouvelle direction du Parti communiste comprendrait comment dirais-je, comprendrait, enfin, se verrait attribuer des responsables avec un esprit plus ouvert au marché financier, plus ouvert à la libéralisation, au capitalisme et à la transparence, mais c'est pas le cas. Bon, on veut pas vous embêter longtemps avec ça parce que je sais que c'est pas trop votre passion. Mais voilà, en fait, les nouvelles personnes autour de Xi Jinping, il y en a 2 qui sont sortis, 2 qui ont été sortis, 2 nouveaux, et ils sont à son dur, et ce sont des personnalités qui ont inquiété les marchés et qui ont inquiété les fonds internationaux, et il y a eu 6 trillions de dollars pas seulement cette semaine, hein, mais depuis quelques semaines en tout, et surtout cette semaine, on a eu 6 trillions de dollars sur les marchés asiatiques qui ont été vendus. Tellement tellement ça inquiète tout le monde cette histoire. Bon, voilà. Maintenant, il n'y a pas non plus. Il va y avoir peut-être avoir quelques petits ajustements, mais voilà, ça reste. Je pense pas qu'il y ait de grands bouleversements non plus, mais il faut quand même en parler. Donc, je vais commencer à surveiller d'un peu plus près cette histoire de Chine. Tiens, je vais vous montrer un graphique justement pour illustrer ce que je viens de vous dire. Voilà, un petit coup de zoom. Les marchés sous Xi Jinping.
Regardez, c'est la catastrophe. C'est la débandade. En rouge, c'est le Bloomberg China High Yield Dollar Bond Index. Et en noir, c'est le Hang Seng China. D'accord? Donc, vous voyez, et surtout depuis récemment, c'est la débandade. Bon, donc il y a eu un déplacement de liquidités, il y a eu des sorties des marchés asiatiques. Et justement, beaucoup d'entrées, beaucoup de cet argent, où est-ce qu'il est rentré d'après vous? Eh ben justement, il y a un transfert qui est en train de s'opérer. Sur quoi? Bah, qu'est-ce qui est en train de monter en ce moment? Hein. Il y a une partie de l'argent qui se transfère sur les actions américaines et les obligations. Bon, et la deuxième chose, bah non, j'en ai déjà parlé, c'est les élections de mi-mandat aux États-Unis. On y reviendra peut-être après, mais vite fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Déjà, on va regarder, on va comparer les scénarios que j'avais envisagés et ce qui s'est réellement passé. Bon, bah, j'étais à peu près dans les clous comme d'hab, hein. Vous voyez, ça, c'est la vidéo de la semaine dernière. Et le scénario numéro 1, ouverture dimanche soir, et tac, tac, on monte, on retrace un peu, et ensuite, on fait un petit peu ça, et ensuite, on continue à monter, et on rejoint ce gros pic ici. Ben, c'est ce qui s'est passé, hein. Dimanche soir, on a ouvert. Et on est monté directement. Alors, on a pendant une première partie, euh, je vais regarder aussi le market profile que je vous avais montré. Euh, tac. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Je l'ai encore, je l'ai laissé sur le graphique. Ça, c'est voilà. C'est les scénarios que j'avais, les flèches bleues, c'est les scénarios que j'avais envisagés. On va mettre la semaine qui s'est passée en développé. Donc vous voyez, dimanche soir, j'avais dit on monte, on casse, et on rejoint la zone ici. Ou alors on monte, on se cogne le POC qui est ici et on redescend, on travaille là-dedans. Soit on reste là-dedans, soit on continue et on va travailler cette deuxième zone bleue. Vous voyez, j'avais dit cette première zone à travailler, cette deuxième zone à travailler, ou alors c'est direct le sud et on va dans la grosse zone rouge là. Eh ben, c'est le scénario de la grosse zone rouge là qui a fonctionné. Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a tranquillement montouillé toute la semaine avec euh, dès le début de semaine, bah, ma foi, un calendrier plutôt optimiste, des résultats d'entreprise sans grand intérêt, à part quelques, enfin, il y avait pas énormément de choses. C'est surtout en fin de semaine que on a eu euh, Amazon, Intel, Apple, Microsoft et tous ces donc les Big Five, hein, Meta, qui ont publié leurs résultats. Et comme je le disais dans ma vidéo, au niveau du calendrier, on avait le PCE Core qui sortait le vendredi avec d'autres données sur l'inflation et sur deux ou trois trucs que la Fed regarde de très près, et ça a donné un sell-off au moment des résultats d'Amazon jeudi soir après la clôture. Un gros sell-off. Le Nasdaq a perdu 800 ticks en 3 minutes. Je l'ai filmé d'ailleurs, c'est une vidéo qui est en public, hein, c'est la dernière vidéo que j'ai faite, regardez. Et on avait en même temps les résultats d'Apple qui étaient meilleurs que prévu, même si leurs bénéfices, les bénéfices étaient meilleurs que prévu, même si les ventes d'iPhone ont baissé, leurs bénéfices étaient meilleurs que prévu. Donc ça a donné une réponse acheteuse. On est venu trouver
tué nos acheteurs, 800 ticks plus bas, et les prix sont repartis dès le jeudi soir, et le lendemain, le vendredi, ça a continué. Les acheteurs ont continué à entrer. Et le clou du spectacle, ça a été au moment à 14h30 du CPE Core, et ensuite de la confiance des consommateurs vers 16h, ça a fini de clôturer la semaine sur une hausse phénoménale. Voilà. Donc, encore une fois, résultats d'entreprise et calendrier font les prix. C'est pas plus compliqué que ça. Et on verra pour la semaine prochaine à quoi on peut s'attendre. Pas grand-chose au niveau des résultats d'entreprise. On va en parler maintenant. Tiens, les résultats d'entreprise, honnêtement, ça commence à se tarir un petit peu, même s'il y en a encore beaucoup, mais moins de choses intéressantes. Hein. On a le 1er novembre, on a AMD, tout ça, Sophie, Uber, on s'est mis Roku, on s'en branle un peu. Hein. Tout ça, c'est le 1er, le 2, Pfizer, le 1er, PayPal, le 3 novembre. Tout ça, c'est la semaine prochaine. En vérité, c'est pas tellement important. C'est au niveau du calendrier qu'il va y avoir des choses plus importantes. On va regarder ça. Au niveau du calendrier, je vais en reparler après. Je voudrais juste finir sur je voudrais détailler un petit peu plus ce qui s'est produit cette semaine au niveau du contexte. Et après, on regardera le calendrier pour la semaine prochaine. En fait, je viens de vous décrire donc ce qui s'est passé. Hein, on avait rarement vu ça. Hein. Les technos se sont fait. Les résultats des technos ont été catastrophiques. Hein. Les Big Five, comme on les appelle, vous savez, Facebook, Google, Microsoft, Apple et compagnie, Amazon, ont vraiment publié des résultats qui n'étaient pas terribles, à part le géant Apple, évidemment, qui a enregistré un meilleur bénéfice, qui dépassait les attentes. C'est ça qui a sauvé le marché, hein, parce qu'à partir du moment où Apple se met à pimper à la hausse, bon, bah, il y a de grandes chances que le marché suive. Même si la lecture de l'indice PCE Core le lendemain a aidé énormément aussi. Et les données sur le revenu et les dépenses des particuliers, bien sûr. Et c'est là-dessus que je veux revenir. L'indicateur en fait d'inflation du département du commerce, connu sous le nom d'indice des dépenses de consommation personnelle, sur Econoday, le calendrier Econoday, on appelle ça revenus et dépenses personnelles. C'est personal income et comment ils appellent ça exactement? Voilà, c'est ça. Personal income and outlay. C'est ça, c'est ce rapport-là, plus le rapport du sentiment des consommateurs, qui a tout joué vendredi, en fait. Parce que à partir de ce moment-là, c'est vrai que Apple a réussi à faire que les prix se sont arrêtés de vendre. On a arrêté le sell-off, c'est pris un mur, d'accord. Et je vous ferai remarquer que le mur, ça a été exactement pile poil au tick près le haut de la zone bleue que je vous avais donné ici hein, sur le SP500. Grâce à Apple, on a réussi à arrêter l'hémorragie, d'accord. Mais le lendemain, à l'ouverture Globex, on est remonté, certes, et c'est le niveau que je vous avais entouré en rouge ici, qui était le POC de la semaine, là, qui était support, et c'est là qu'on avait une accumulation à l'achat. Mais c'est le CPE Core, et les résultats du CPE Core, et du rapport du personal income et outlay, qui a fait que les prix, et la confiance du consommateur, que les prix sont vraiment lâchés, se sont vraiment envolés. C'est ce rapport-là. Et qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est ce rapport-là qui a fait que les marchés se sont vraiment envolés. C'est le revenu personnel. Alors, le revenu personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça représente le revenu que les ménages reçoivent de toutes les sources, y compris les salaires et
toutes les sources, les avantages sociaux, les cotisations sociales. Chez nous, ce serait la CAF. Enfin voilà. Les dépenses de consommation personnelle, c'est les dépenses personnelles qui comprennent également les paiements d'intérêts personnels et les paiements de transfert. Les données personnelles de consommation sont divisées en biens durables, en biens non durables et en services. Et chaque mois, le Bureau of Economic Analysis compile l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, également connu sous, et c'est là le truc, indice des prix PCE. C'est un indice d'inflation qui mesure un panier de biens et services mis à jour annuellement, contrairement à l'IPC, et qui mesure un panier fixe. Et pourquoi on s'en soucie? Les données sur les revenus et les dépenses sont un moyen pratique d'évaluer la force du secteur de la consommation dans cette économie et sa direction. Donc, les revenus donnent aux ménages le pouvoir de dépenser et ou d'épargner. Les dépenses graissent les rouages de l'économie et la maintiennent en croissance. Ça, plus la confiance du consommateur meilleure que prévu juste après, ça a pimpé les marchés. Les marchés sont partis en non, bid up, bid up, bid up, bid up, bid up. En haut de la page, une fusée. Et c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Jusqu'à jeudi soir, il se passait pas grand-chose d'intéressant. Alors évidemment, il y a eu des choses. Il y avait le PIB chinois lundi, tout ça, je vous en avais parlé. Et c'est aussi pour ça que les marchés, il y a d'autres choses. Hein. C'est aussi pour ça que les marchés se sont bien tenus jusqu'à jeudi. Mais c'est jeudi. À partir du jeudi soir, et je vous avais bien précisé, hein, faites attention, le mercredi soir, il y avait aussi d'autres résultats d'entreprise qui étaient très importants. À partir de mercredi et de jeudi, c'est là vraiment que les choses ont commencé à être sérieuses. Et c'est vraiment jeudi soir qu'on a eu ce signal avec ce sell-off arrêté. Je me souviens plus vers combien, je crois que c'était vers 11 070, un truc comme ça sur le Nasdaq. Bref, arrêté en pleine 800 ticks sur le Nasdaq de sell-off. Les résultats d'Apple, le temps qu'on les digère et tout ça, on a vu que c'était meilleur que prévu. Et dans ma petite vidéo, vous voyez, on trouve tout à fait un plancher, on voit qu'on trouve les acheteurs, et bam, le lendemain, avec les hasards du calendrier, PC, CPE Core et confiance des consommateurs, on enfonce le clou. Et ça a été une magnifique, au final, journée, une magnifique semaine. Magnifique semaine. La semaine prochaine aussi, il y a des trucs intéressants, attention. Donc voilà, on peut parler d'une reprise boursière, les graines d'une reprise boursière semée lors d'une semaine, la semaine de la catastrophe technologique. On peut parler de ça. En tous les cas, ce qu'on constate, c'est que alors que des actions donc comme Meta, Amazon ont explosé toute l'année. Hein. Là, il y a un paradigme qui a changé cette semaine. Non seulement ils ont plongé avec les rendements obligataires aussi, mais la déroute s'est produite, comme je venais de vous le dire, parallèlement à un marché par ailleurs dynamique. Donc ça, c'est une tournure qui pourrait signaler que les investisseurs ont trouvé de meilleures utilisations pour leur trésorerie. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure par rapport au marché asiatique où il y a une fuite de liquidité. Où va cet argent? Mais il y a un point de vue qui est en train de se répandre chez les analystes, chez les investisseurs, chez les économistes. C'est que les gestionnaires de fonds, les gestionnaires de fonds spéculatifs, les gestionnaires de fonds, on se demande mais où va l'argent? Qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Et si on regarde, en fait, il va partout ailleurs, mais surtout plus sur les technos en ce moment. Les gestionnaires de fonds battent largement en retraite du secteur de la techno et ils se dirigent vers le SP500, vers des actions. Alors, quand on regarde justement, je vais vous montrer
Je vais vous montrer une version démocratisée, comme on dit, du SP500. C'est-à-dire, c'est un SP500 c'est le graphique que je vous ai montré au début. C'est un SP500 où toutes les capitalisations sont égales. On ne prend pas en compte la capitalisation boursière, ce qui fait que tout le monde est pareil. Et c'est là qu'on voit que on a eu, je vous l'ai déjà montré, on a eu 2 semaines magnifiques. L'argent est rentré sur ce support, en fait. C'est ça que je veux vous expliquer. La rotation, et c'est cette rotation de liquidité. Les technos ont souffert, certes, mais ça n'a pas entraîné avec eux les marchés boursiers parce que, en fait, l'argent a changé n'a pas changé de support. Vous voyez, on est resté sur les actions, mais on est passé sur des actions plus soft. En fait, il y a une phrase qui dit très bien ça. Je vais vous la retrouver. Voilà. La rotation a contribué à prolonger un autre rallye lors du marché baissier de 2022, le 7e depuis janvier. Alors que toutes les précédentes tentatives de reprise se sont soldées par des échecs, cet épisode, survenu face à la chute des firmes techno les plus solides, est encourageant. D'après Laurie Calvasina, responsable de la stratégie action américaine chez RBC Capital Market. Le marché commence à se déplacer des zones où il existe encore des risques à évaluer, et vers les zones où de nombreux risques ont déjà été intégrés. C'est sur Bloomberg TV que j'ai entendu quelqu'un, d'ailleurs c'est la même, hein, c'est Laurie Calvasina qui a dit ça. Et c'est ce qui est censé se produire lorsque vous faites un bottom. Donc ça fait déjà plusieurs indices. Souvenez-vous, dans mes dernières vidéos, je vous disais aussi les banques en général font leur bottom avant les indices. On a eu les résultats des banques. On va regarder d'ailleurs où est-ce qu'elles en sont cette semaine. Alors, regardez, les banques, elles sont là, hein, les financières. Voilà. Vendredi, elles ont fait une journée magnifique. Et la semaine, voilà, pareil. Les financières, ça boom. Il n'y a aucun souci. Vous voyez, par contre, les technos, Microsoft, Google, Amazon, et Meta, ils se sont fait dézinguer. Mais, évidemment, pas tous. Heureusement, Apple, non. Et, comme je vous disais, tout le reste a fait une semaine magnifique. Donc, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il y a une rotation sur tout le reste. Là où les risques sont en fait bien identifiés, on s'en va du secteur où commence à y avoir des risques. Jusqu'à présent, les technos et tout, ces big five, hein, comme on les appelle, les risques étaient bien identifiés. C'était l'investissement phare. Tout le monde mettait l'argent là-dessus. Mais là, ça devient un endroit, enfin un compartiment où les risques sont de plus en plus durs à identifier. Le monde change, si vous voulez. Et donc l'argent va sur un compartiment où le risque est mieux identifié. C'est ça les marchés aussi, hein. Et c'est-à-dire tout le reste. En ce moment, c'est tout le reste. C'est pour ça que les marchés ne se sont pas cassés la gueule malgré des mauvais résultats des technos. Et je vous rappelle que ces technos, elles sont pour un quart du SP500. Hein. Mais non, parce que tout le reste a très bien marché. Et c'est l'argent, il y a une rotation de l'argent sur tout le reste. D'ailleurs, puisqu'on en est à ce graphique-là, continuons et regardons notre petit... Alors... Vous voyez, le Nasdaq, le Dow Jones, le SP500 et le Russell, c'est les 4 premiers vendredi. Donc le risque, là, il y a un appétit pour les indices, il y a un appétit pour le risque qui est évident. Là, franchement, c'est plus des indices qu'on a, hein. Parce que je vous disais donc, souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous disais, souvent les banques font leur bottom avant les indices. Les banques se portent très bien depuis quelques semaines, depuis qu'elles ont donné leurs résultats. Les indices suivent, sont en train de suivre. Là maintenant, les technos, on a vu que les technos, à part Apple, les technos se cassent la gueule, mais Apple non, Apple tient très bien, et on a vu et on voit que l'argent est en train d'être opère une rotation sur le reste des actions, et en fait on change pas de compartiment. C'est pour ça que les indices tiennent bon, et c'est pour ça qu'on voit ce rallye aussi de fin d'année. C'est parce que l'argent reste sur le SP500 en fait. Donc tout va bien.
Euh, Et ça devrait normalement continuer, hein. Alors, même si les Big Five, elles ont quand même anéanti 250 milliards de dollars de valeur d'action cette semaine, hein. C'est impressionnant, impressionnant. Mais, comme je vous le disais, l'indice S&P 500 Equal Weight, c'est-à-dire de poids égal, avec tout le monde de même poids, une version qui élimine le biais de la capitalisation boursière et traite Apple de la même manière qu'Alaska Air Group, a grimpé de plus de 3,5% pour une deuxième semaine consécutive. Une telle séquence de semaines importantes ne s'est produite que 2 autres fois depuis 2009, toutes lors du rebond post-pandémique en 2020. En fait, le SP500 à pondération égale a battu le Nasdaq 100 également, pondéré, en fonction de la capitalisation. Et ça, c'est incroyable également. Je vous montre le petit graphique. Le Nasdaq, pourtant, c'est souvent, le Nasdaq, il est très fort, hein. Et là, vous voyez, ça, c'est le retour, le rendement qu'on a du SP500 à pondération égale pour tout le monde face au Nasdaq pondéré par rapport à la capitalisation. On les a, enfin, le SP500 à pondération égale pour tout le monde a explosé le Nasdaq, le rendement du Nasdaq 100. Donc, il y a vraiment, on confirme cette rotation de l'argent des technos vers tout le reste. Donc c'est au milieu de ce chaos des bénéfices des grosses technos, en fin de compte, et avant la réunion de la politique. Attention, hein, il y a aussi, il y a d'autres choses, il y a d'autres choses, il y a d'autres hasards du calendrier qui vont arriver, hein. Par exemple, la Réserve fédérale la semaine prochaine. Mais là, pour l'instant, les spéculateurs professionnels, ils se retirent rapidement, les fonds spéculatifs, ils se retirent rapidement de certains compartiments et vont dans d'autres. Pour l'instant, l'argent reste là. Euh, On a remarqué cette semaine que les fonds spéculatifs ont réduit leur exposition aux actions à des creux pluriannuels lors de la vente massive de 2002. Ils ont réduit leur position à la fois sur les côtés longs et côtés short de leurs livres de lundi à mercredi, annulant certains paris risqués au rythme le plus rapide depuis mars, selon les données compilées par Goldman Sachs. Et ensuite, c'est ce que je viens de vous dire, ils vont mieux le dire que moi, donc je vais les lire. Une rotation continue des géants de la tech devrait combler un écart de valorisation avec le reste du SP500, plaçant le marché sur une base plus stable. Malgré le recul, les actions techno, les grosses techno, les Big Five, ont été négociées à 25 fois les bénéfices, au-dessus d'un multiple médian de 19 pour les 495 autres actions. Le fait que la misère des grosses techs ne se soit pas propagée est probablement fonction de la mesure dans laquelle les investisseurs ont allégé leur position. Ils avaient déjà commencé à alléger leur position dessus, et là ils ont fini, ils ont allégé cette semaine, ils ont vendu 250 milliards d'actions tech, et ça les a rendus beaucoup moins vulnérables à la vente massive qui s'est produite. Les hedge funds qui ont accéléré ils avaient déjà commencé à accélérer leur sortie cette année, et au début de semaine, ils ont fini de sortir complètement. Les actions donc techno, les grosses techno, représentaient environ 11% pardon, de leur exposition nette globale, là, par rapport aux actions individuelles, selon les données compilées par Goldman Sachs, alors que début 2019, c'était 18%. D'accord. Donc voilà. Et autre graphique assez intéressant, mais ça je vous l'ai déjà montré au début de la vidéo, le Russell, qui est en fait c'est l'indice des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises, le Russell qui explose à la hausse. Ça c'est très 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 bon signe, hein. Très bon signe. Voilà. Bon. Alors semaine prochaine, au niveau des résultats d'entreprise, pas grand chose, je vous le disais. Par contre, au niveau des calendriers, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a vraiment, on va pas y aller par carte chemin. C'est mercredi soir, FOMC. Ok, 20h et 20h30. 20h communiqué du FOMC, comme d'habitude, décision sur les taux. Et 20h30, la conférence de presse. Donc là, vraiment, mercredi soir, ça va virevolter, les petits amis. Et ensuite, on aura le NFP vendredi à 14h30. Voilà. C'est... Je vois que ça. Il n'y a rien d'autre. La semaine prochaine, pour moi, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui va faire bouger les marchés. C'est ça qui va nous intéresser. On va pas se mentir. Tout le reste, on s'en branle. Carrément. En ce qui concerne la BCE et l'IPC, oui, je sais, il y a l'IPC euro lundi. Ok, on va regarder. Je vais même vous parler un tout petit peu de la BCE là, tout de suite après là, mais un tout petit peu, et de l'euro dollar, mais un tout petit peu.
Je vais pas vous en parler très longtemps parce que c'est un truc sur les US là. Mais on va quand même parler un peu de l'euro-dollar parce que dans euro-dollar, il y a dollar. Ok. Donc la semaine prochaine, mercredi, FOMC et vendredi, NFP. Voilà. Le reste, on s'en tape. Et c'est ça qui va faire virevolter les marchés. Et on va voir pourquoi. Alors, vite fait, je dis un mot sur quelques monnaies. Je parle toujours de la livre. La livre s'est très très bien comportée, hein, a continué à très bien se comporter, hein. La livre a fait une très belle semaine de hausse. Le yen continue à se stabiliser, ainsi que le pétrole. Oh, pardon. Le pétrole se stabilise également. Le yen et le pétrole se stabilisent. Et l'euro, c'est moins bien repris que la livre, mais c'est repris un petit peu quand même. Et, je vais parler un tout petit peu plus de l'euro. Parce que on est peut-être en train de voir des signes de retournement. Peut-être, je dis bien seulement peut-être. Ça va dépendre. Là, l'euro, effectivement, il a eu une bonne semaine. La confiance que l'Europe dispose de suffisamment d'approvisionnement en gaz pour éviter une crise énergétique hivernale, ça l'a aidé beaucoup à se redresser. Mais pour qu'on continue à monter, pour que la hausse, c'est peu probable qu'on continue à monter sans autre catalyseur. Surtout si le dollar continue à se renforcer comme il le fait. Pour l'instant, moi je pense, et je suis pas le seul, que l'euro va continuer à s'essouffler un petit peu. On a des premiers signes d'une reprise, mais je suis pas certain. Regardez la livre. La livre, elle, ça c'est une monnaie qui est en train de se reprendre. C'est du hebdomadaire, hein. L'euro, lui, c'est timide, c'est timide. Il s'est changé en baisse de 0,1% pour $1 à 15h56 vendredi soir à Londres. Cela faisait suite à une baisse de 1,2% la veille. Pourquoi? Parce que les traders, ayant interprété la décision de la Banque centrale européenne de jeudi sous un jour plutôt accommodant, ensuite, il y a eu des commentaires de certains responsables de la BCE qui ont complètement repoussé cela. Donc, les lectures, étonnamment, on a eu, n'oubliez pas, les IPC allemands, les IPC français et les IPC italiens, qui étaient étonnamment élevés. Les lectures étonnamment élevées de ces IPC ont rappelé vendredi aux investisseurs que l'inflation était persistante et que l'inflation persistante maintiendra les banques centrales sous pression pour resserrer davantage les taux, aussi bien outre-Atlantique que ici. C'est cela qui reste le plus grand risque pour la Fed et c'est ce qui a été catégorique sur le fait qu'elle continuera à augmenter ses taux et la PCE aussi. Donc, on reste sur l'euro plutôt prudent à court terme, je préfère le dire. Je suis pas le seul, il y a de grands stratèges FX qui pensent que le dollar américain pourrait encore se renforcer grâce ou à cause d'une Fed focalisée sur l'inflation et à l'impact que le resserrement monétaire, que le resserrement des conditions monétaires pourrait avoir sur l'appétit pour le risque mondial. Et pour l'énergie, pour le pétrole, pour l'instant, on a une stabilisation des prix de l'énergie. Et malgré ça, et bien que ça a supprimé un facteur majeur derrière l'argument de vente de l'euro, malgré ça, je reste quand même très prudent sur l'euro. Les premiers signes que les investisseurs sont moins négatifs sur la devise pourraient ralentir les ventes dans les mois à venir, certes, comme là cette semaine, c'est les premiers signes d'une reprise. Mais je dirais pas qu'on est carrément long sur l'euro ou quoi que ce soit, mais on peut commencer à regarder de plus près. On regarde. Mais peut-être, effectivement, on aurait une petite pause sur l'euro-dollar. C'est encore trop tôt pour dire qu'il y a des indices vraiment flagrants d'une reprise qui s'annonce, mais on commence à avoir l'œil attiré. On regarde, on surveille. Bon, je voulais juste parler stats vite fait. Maintenant, on va repasser sur les indices US. Je finis juste pour dire, qu'est-ce qu'il faut regarder concrètement pour l'euro? Parce que je sais quand même que vous êtes nombreux. Alors, des signes, je vais lire un article, ils vont le dire mieux que moi. Des signes croissants d'un ralentissement de l'activité mondiale pourraient inciter les banques centrales à céder aux pressions récessionnistes.
toujours pareil, qui affligent leurs économies et à tempérer leur effort de resserrement. Un ralentissement économique mondial pourrait maintenir l'euro vulnérable à la vente, compte tenu des déficits du compte courant et des investissements directs nets de la région. En conséquence, la monnaie devra peut-être attendre un retour à la croissance pour voir un véritable mouvement à la hausse, selon certains stratèges. Pour que l'euro se redresse de manière plus durable, nous devons voir un creux dans la dynamique de la croissance mondiale et régionale. Ça, c'est un stratège très connu, senior, chez HSBC, Dominique Bunning, qui le dit. Bien qu'il y ait des signes que la détérioration de ces deux forces ralentit, nous n'avons toujours pas dépassé le bas du cycle. Cela maintiendra l'euro sous une pression cyclique à la baisse et soutiendra le dollar. Donc on reste très prudent. On surveille, par contre. On commence à surveiller. Alors maintenant, le FOMC pour la semaine prochaine. Alors, le petit graphique là, il a un petit peu changé. Bon, pas grand chose. On est passé d'un taux, une probabilité de plus de 90% qu'on augmente les taux de 0,75 points de base le 2 novembre, la semaine prochaine, à on est passé à 82%. Là, ici, 82,23%. C'est un tout petit peu baissé, mais ça reste quand même énorme. On va pas se mentir. Ensuite, pour ce qui est de l'avenir, c'est toujours pareil, hein. On reste à 48% entre 4,25 et 4,50 pour la réunion de décembre. Donc ça voudrait dire qu'on augmenterait de 0,50 à peu près. Il y a une probabilité de 50% pour qu'on augmente de 0,50 pour l'instant. Et en février 2023, on a une probabilité à 45% de voir les taux entre 4,75 et 5%. On va reparler de ça. Donc pour la semaine prochaine, 82% de probabilité que les taux soient remontés entre 3,75 et 4%, donc qu'il y ait un resserrement de 0,75 minimum, maximum. Alors, de toute façon, la Fed voit une hausse en 2023, on l'a vu, hein, agressive jusqu'à 5%. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce chiffre, on va y aller, je pense qu'on va y aller. Les anticipations d'inflation au cours des 12 prochains mois font que on voit tous l'inflation, on voit tous les taux à plus de 5% ou au moins à 5% en 2023. Je crois qu'à ce niveau-là, on est tous très clairs. Une enquête auprès des économistes prévoit une hausse de 75 points de base. Donc à la prochaine réunion, les responsables de la Réserve fédérale certainement vont maintenir leur position résolument belliciste. Il faut s'attendre à ce que la semaine prochaine. Et par contre, il va falloir vraiment scruter le rapport et tout ça parce que c'est très important. Ça, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on pense. Mais il va y avoir, ça se joue sur des petits mots et des petites phrases en général. Donc les responsables de la Réserve fédérale maintiendront leur position résolument belliciste la semaine prochaine. Ça, c'est une quasi-certitude, jetant les bases pour que les taux d'intérêt atteignent 5% d'ici mars 2023, ce que je viens de vous dire. Des mesures qui semblent susceptibles de conduire à une récession américaine, c'est ça le problème. Et mondiale. Je vais vous montrer un graphique qui est impressionnant. On va vers des taux à 5% en 2023. Mais le problème, c'est que ça risque de créer une récession. Regardez comme c'est impressionnant. On a 75%, les 3/4 des économistes qui s'attendent à une récession aux États-Unis. Tout ce qui est noir dans le cercle, dans le camembert, là, c'est la part des économistes qui s'attendent à une récession dans les 24 prochains mois. Ok. C'est chaud. Pour l'instant, est-ce qu'on commence à parler de pivot? Est-ce que la Fed va pivoter ou pas? Pour l'instant, personne ne voit un pivot se profiler à l'horizon, hein. Les économistes voient la Fed comme déterminée même à ne pas pivoter trop tôt, alors que puisque tant qu'elle lutte contre un taux d'inflation à son plus haut niveau depuis 40 ans, ça ne sera pas possible de pivoter. Donc le passage à un taux, à des taux de plus en plus élevés, et on ne sait toujours pas, on a aucun, le terminal rate, on le voit à 5%, mais ça peut être pire, hein. Et donc ça inquiète
beaucoup les économistes et parce que ça implique des gros risques de récession. Mais bon, pour l'instant, les marchés sont plutôt optimistes là en cette fin d'année. Mais voilà, il faudrait pas qu'un FOMC ou qu'un NFP viennent tout chambouler. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc attention parce que la semaine prochaine, c'est FOMC et NFP. Donc ça va être très compliqué. Je peux vous dire que les marchés vont scruter ça de très près. Je rappelle d'ailleurs, je vous parlais des élections de mi-mandat tout à l'heure, hein, je vous rappelle d'ailleurs que le président Biden et les démocrates, hein, ses petits copains, qui espéraient de bonnes nouvelles sur l'économie, à cause de cette inflation élevée et à cause de ces craintes de récession, ont réduit les chances du Parti démocrate de conserver la majorité au Congrès. Hein. Ils vont certainement pas repasser hein, à cause de ça. Déjà, c'est peut-être après chacun a ses opinions. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Moi, tout ce que je vois, c'est que ça semble vraiment de plus en plus difficile. Malgré tout, les marchés tiennent bien. Les pressions sur les prix continuent de se propager. On a vu ça, on a vu vendredi hein, les données distinctes montrant un indicateur clé de l'inflation qui est très observé par la Fed et qui s'est accéléré en septembre. Les dépenses de consommation se sont avérées résilientes, ça c'est plutôt pas mal. Et une mesure des coûts de main-d'œuvre, les coûts de main-d'œuvre vont augmenter à un rythme soutenu en plus au troisième trimestre. Donc on a des données divergentes. C'est des modèles et des rapports divergents. Ça reflète une incertitude substantielle sur cette inflation et les réponses politiques et les développements que ça implique au niveau monétaire, ça fait beaucoup couler d'encre. Et ce que je veux dire, c'est que la jauge peut basculer d'un côté ou de l'autre n'importe quand. Faut faire attention. Depuis 3-4 semaines, de toute façon, je vous dis, restons prudents. De toute façon, Powell, il est déterminé, hein, il a déclaré encore, là, il a déclaré que la Banque centrale était fermement déterminée à rétablir la stabilité des prix, et il a invoqué à plusieurs reprises son prédécesseur, Paul Volcker, qui, je vous rappelle, avait relevé les taux à des niveaux sans précédent pour contrer l'inflation au début des années 80. Powell a averti que le processus serait douloureux. Attention, hein, c'est pour ça que je vous dis attention. Car l'objectif est de créer une croissance inférieure à la tendance pour réduire les pressions sur les prix et le chômage augmentera en conséquence. C'est pour ça que les 3/4 des économistes s'attendent à une récession en 2023. Powell et ses collègues n'ont pas perdu l'espoir de réussir un atterrissage en douceur de l'économie, mais pour la première fois dans les enquêtes pré-réunion du FOMC, c'est important ça pour la semaine prochaine, pour la première fois dans les enquêtes pré-réunion du FOMC, une majorité d'économistes, les 3/4, voient une récession comme probable au cours des 2 prochaines années. Et la plupart des autres voient un atterrissage brutal avec une période de zéro ou une croissance négative à venir. En fait, c'est le petit graphique que je vous montrais. Là, les 3/4, c'est ceux qui voient la récession. Un atterrissage en douceur, ils sont 5%, et un atterrissage moyen, ils sont 20%. Donc c'est quand même pas terrible. Hein. Donc ils sont 95% à avoir les choses pas du tout en rose, quoi, on va dire. Ce que Bloomberg Economics en pense. Je pense que la chose la plus importante à surveiller est la manière dont Powell communique le ralentissement potentiel du rythme des hausses de taux. Bah oui, tu m'étonnes. C'est ça qu'on attend tous. C'est ça qu'on va tous scruter. Il voudra éviter de donner l'impression qu'un pivot est imminent. Surtout quand l'inflation sous-jacente est clairement encore forte. CF vendredi. Il se préparerait pour les marchés à une hausse de 50 points de base en décembre. On est déjà moins que 75. Mais qui s'accompagnerait également d'un dot plot qui montre un taux terminal de 5%. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On y est. Le terminal red, dans les esprits, ça sera, on voit le 5. Tous, on est minimum à 5. Voilà. Minimum, hein. Et il l'a dit, Powell, ça peut être pire. Souvenez-vous des années 80, ça va être douloureux. Il l'a dit. Attention.
Bon, il n'y a pas plus à dire sur le contexte géopolitique monétaire cette semaine. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Maintenant, on va passer au graphique. Allez, on y va. Alors, on va se mettre sur le SP500. De toute façon, c'est lui qui, c'est le plus gros, c'est lui qui lead, hein. Ce qui se passe sur le SP500, ça se passera sur les autres, hein. Donc, ça, c'est un graphique market profile Globex, hein, 24 heures sur 24. Je voulais juste vous montrer une vision assez resserrée pour vous montrer qu'en fait, faut faire attention parce que faut jamais vendre la poudre d'eau sans l'avoir tué. Bon, il est vrai qu'on a eu une magnifique queue d'achat ici. Rappelez-vous, c'était il y a quelques temps, quelques semaines, où on avait eu ce responsive buying assez impressionnant. D'accord. Depuis, on accepte les bas de profil et hop, on grimpe d'un coup. Comme ici vendredi, on accepte bien le bas de profil et bam, on grimpe d'un coup et on clôture tout en haut. D'accord. Ça fait 15 jours qu'on nous fait le coup. Ok, c'est très bien, c'est très bien. Bon, mais attention, c'est pas pour ça qu'on est encore sauvé, hein. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait en 2022, ça fait 5, 6 ou 7 fois qu'on tente de reprendre, mais qu'en fin de compte, ça retombe, hein. Par exemple, ici, on a eu exactement le même genre de- on a fait un bas plus bas, exactement comme ici, hein. Un bas plus bas. On s'est très bien repris avec une belle queue d'achat, exactement comme ici. D'accord. Et ensuite, les, euh, les acheteurs tiennent le marché, on a la main, ok. On voit ici, pam, 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 on accepte bien le bas, on fait des pocs en bas et bam, on clôture tout en haut. Pareil ici, on accepte bien le bas, on fait le poc en bas et après ça squeeze, on clôture tout en haut, bam, ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est pas pour autant que ça continue, hein. Et j'ai même envie de vous dire, non seulement ça continue pas, et ils font une pause, on le voit bien là, et ils travaillent dans vous voyez, si j'enlève, ils travaillent dans la queue, dans le profil pauvre qu'on a eu là, ils font du travail là-dedans, d'accord? Tac, 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 tac. Et comme c'est très news flow dépendant et data dépendant, je sais plus ce qui s'était passé là, mais au lieu de continuer comme ça et de marquer des POC de plus en plus haut, eh ben non, bam, on est reparti de plus belle au sud. Et ça va très vite. Ce qu'on a fait en plusieurs semaines, en 3 jours, c'est retracé, hein. C'est ça qu'il faut vous dire, hein, les gars. Attention, hein, parce que ce qu'on a fait là en 15 jours, 3 semaines, en 3 profils, ça peut être réglé, hein. C'est pour ça que je vous dis méfiance, hein, méfiez-vous, hein, quand même. Bon, allez, on va parler des différentes scénarios possibles pour la semaine prochaine. Le, le, le- le- On va regarder le graphique, le graphique Globex, là, en daily, il est intéressant, mais en soi, il faut qu'on prenne un petit peu plus de recul. On va prendre un petit peu plus de recul pour analyser ce qui peut se passer pour la semaine prochaine. On va se mettre sur du hebdomadaire. Vous savez que j'aime beaucoup analyser sur du hebdomadaire. On va regarder également le mensuel et le trimestriel. On va les regarder maintenant, les mensuels et les trimestriels, parce que je voudrais quand même attirer votre attention sur un niveau qu'on a au nord, qui va bientôt arriver. Regardez, en trimestriel, et on va le retrouver en mensuel. Regardez ce POC trimestriel que l'on a là. Ok. C'est un POC qui se trouve juste en dessous les 4000 points, aux alentours des 3980. D'accord? 3980.
3980, 3990, c'est sur le SP un, un endroit assez chaud, assez chaud. 3980, 3990. Et on va regarder, c'est ce grand POC là, d'accord? Et donc, je ne doute pas qu'on réussisse à aller le chercher, mais quand on va y arriver, je pense pas qu'on va le traverser du premier coup. On va en reparler après. 3980, 3990 en trimestriel. Si on se met sur une vue mensuelle, c'est pareil. Regardez, il y a une confluence entre le POC de ce mois-ci, là, le bas et la clôture du mois suivant, ici, et ici, juste en dessous, le POC du mois dernier, là. Ce qui nous donne ici, c'est ce que je vous disais, mais en mensuel, c'est un tout petit peu plus écarté. Une zone entre 3970 et 90 à surveiller. À surveiller. D'accord. C'est un petit peu plus affiné en mensuel. C'est normal, puisque la vue est plus fine. Donc, j'ai même envie de dire, allez, j'ai même envie de dire 3960, 3950. Ce POC-là, c'est presque 3950, c'est 3955, 60. Et celui-ci, là, la confluence avec ce POC-là et ce bas-là, ici, on va tracer un trait, ça va être plus simple. Hop, tac. C'est 3980. Et celui-ci, hop, c'est 3955. Donc, sur une vue mensuelle, on fait bien attention aux 3955, 3980. Sur une vue trimestrielle, c'est 3980, 3990. Mais ouais, de toute façon dans cette zone-là, quand on va y arriver, ça va pas passer tout de suite. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je voulais vous montrer ça déjà pour commencer. Ce petit et d'ailleurs, si on regarde un petit peu plus haut, on se rend compte ici, c'est pareil. Hein. Ici, on a un magnifique POC mensuel qui conflue avec les hauts du mois là, ok, à 4100. C'est pareil. Hein. Et on peut même parler du haut du mois précédent ici. Donc en fait, ça fait vraiment les 4100 autour des 4100, plus ou moins, comme c'est une vue mensuelle, plus ou moins 10 points. Euh, on a un gros pic TPO ici. Ici, on en a un autre. On a un POC TPO ici mensuel. Regardez-moi cette zone. Cette zone-là, c'est pareil. Hein. On va l'entourer. En fin de compte, on a une magnifique zone là, ici, encore plus belle. Hein. Voilà. En fait, je dis des bêtises, c'est pas 4100, c'est une zone qui est comprise entre 160 et 180. On va le noter. Entre 4160 et 4180, c'est pareil, on a un endroit, vraiment, une zone qui risque pas d'être passée facilement, si vous voulez. Et même si on continue dans le passé, là, regardez. Il y a un bas de mensuel ici, il y a un autre bas mensuel, et ça fait partie, hein, si on trace un rectangle, ça fait partie, ça fait partie ouais, c'est juste en dessous la zone dont je viens de vous parler. Hein. Donc, en extension, on peut même dire, allez, on peut rajouter un 4140 devant là. Ah oui, mais là, on va rien comprendre. Il faut que je le mette plutôt au-dessus. 4140. Et en extension, 4160, 4180.
C'est vraiment en mensuel. On va faire les choses mieux que ça. On va mettre 4140. OK. Et au-dessus, ici, 4160, 4180. Voilà, là, vous allez mieux comprendre, je pense. On va bouger. Voilà. C'est vraiment deux zones au nord. Et ici, là, évidemment, celle dont je parlais tout à l'heure, 3960, 3980, 3960, 3980. C'est les deux endroits, les deux grosses zones au nord. C'est les deux grosses zones au nord. Quand on a une vue mensuelle qui, si on y va, je ne pense pas qu'elles passeront aussi facilement. D'accord? C'est des zones où on va pouvoir scalper, si vous voulez. Et regardez bien, hein, les zones que je vous donne, quand je vous dis qu'on a des zones où on va ralentir et où ça va scalper, ça fonctionne en général, hein. On va regarder ça, parce que j'ai laissé mes niveaux sur le graphique hebdomadaire. Donc, de toute façon, c'est facilement vérifiable. On va maintenant passer sur mon graphique hebdomadaire. Voilà, regardez, toutes les zones que je vous avais données. On va écarter un peu. Bon, déjà, les scénarios que j'aime bien noter sur ce graphique-là, le scénario qu'on a fait, c'est celui-ci, hein. Je vais repasser par-dessus le scénario qui a été validé avec une couleur. J'avais dit, on va monter au nord, passer la zone rouge là, drifter nord, continuer, est attiré dans cette grande zone de valeur que j'avais mis en rouge. Plus au milieu, j'avais identifié encore plus en détail une zone de vente ici. Et hop, on continuerait à aller au nord comme ça. J'avais pensé éventuellement qu'on pourrait peut-être aller à la zone de valeur ici, mais qu'on se la cognerait et qu'on redescendrait comme ça. Et si on n'arrivait pas à se la cogner, qu'on continuerait comme ça. Donc c'est ce scénario-là qui a bien fonctionné. On s'est arrêté ici. D'accord. Maintenant, pour la semaine prochaine, il n'y a pas grand-chose de changé. Le, en court terme, en très court terme, je vais remettre le profil de cette semaine-là normal. Et vous allez voir que c'est un B majuscule. Voilà, très bien. Les zones autour des bulles, des boucles. J'appelle ça des boucles. La première, la deuxième, je vais la faire s'arrêter là. Hop. Et ici, les zones intermédiaires sont notées, donc c'est parfait. Première chose que je fais, je note ces deux zones-là, systématiquement quand j'ai un B majuscule. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai un setup. Et ce sont des zones, je ne veux pas rentrer dans les détails du setup, juste, ce sont des zones ultra importantes quand on a un B majuscule. Un B majuscule, un B shape, comme j'appelle ça. Ensuite, on va mettre en zone d'achat maintenant ce POC hebdomadaire ici qu'on a. Il était en rouge la semaine dernière. Là, on va le mettre en vert. Ça va être un endroit très très important. Et on va entourer la boucle de cette semaine-là qui est ultra importante. Ensuite, au sud,
vu que je vous rappelle qu'on a clôturé ici, hein. Au sud, on va noter le bas de la semaine. Ici. Niveau très important. Et on va noter une autre zone très importante qu'on va marquer en zone d'achat. C'est compris entre le POC de cette semaine-là et le haut et l'open, le haut de cette semaine-là et l'open de la semaine qui vient de se dérouler. C'est les points durs les plus importants. Alors évidemment, on a le POC vierge de cette semaine-là. On va le mettre, évidemment. Très important, hein. Un POC vierge magnifique d'ailleurs. Ok. Et ici, on va noter celui-là aussi. Évidemment. Mais celui-là, vous remarquerez que il est en confluence avec pas mal d'autres niveaux, hein. Le bas de cette zone-là, la zone intermédiaire de cette boucle-là, ici. D'ailleurs, regardez, on va mettre une petite zone d'achat. Tac, tac. Parce que quand il y a une confluence comme ça, il faut la noter. Voilà. Au sud, et oh pardon, ça va trop loin là. Excusez-moi. Hop là. Voilà. C'est bon. Au sud, quai de trop. On va l'enlever. Voilà. Au sud, ce sont les niveaux que je vois. Et maintenant, on va regarder les différents scénarios. Mais je vais maintenant parler du nord. Au nord, on remarque. Qu'est-ce qu'on remarque au nord? On remarque ce grand vide là, ce grand vacuum. Juste en dessous, avant ce grand vacuum, on a cette zone, cette grosse bulle avec la zone intermédiaire qui correspond au POC. On va noter le POC. Mais celle-là, je vais la mettre en rouge parce que comme elle est au-dessus de nous, hop. Et en plus, il y a une confluence avec le haut de cette semaine-là. Vous voyez? Le bas de la bulle, c'est le haut de cette semaine-là. Et on a la zone intermédiaire qui correspond au POC. On va le noter. On a un magnifique POC vierge ici. Ça, c'est la première zone que je vois au nord. Très bien. Et au-dessus de ça, on a ce vacuum là dont je vous parlais, qu'il va falloir aller combler. Donc ça va être ça va être l'objectif, le premier objectif au nord, ça va être ce vacuum là, ce grand vacuum. Faudra réussir à passer la barrière rouge ici, et ensuite une fois qu'on aura réussi à passer la barrière rouge, quand on sera là-dedans, il y aura du boulot à faire. Les prix vont travailler là-dedans, si vous voulez. Donc, au nord, c'est vraiment le gros objectif. Le gros objectif principal que l'on a. Donc, ce gros vacuum, il est compris entre. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que on va enlever le cercle là, et je vais vous mettre un rectangle comme ça, avec une zone tout à fait, une zone grise comme ça. Voilà. Ça, c'est un endroit où il y aura du travail à faire, si vous voulez. C'est un objectif. Voilà. Et c'est donc compris entre à peu près 4080, 4090 là-haut, là. Ici en haut, là. Et en bas, ici, c'est 3990 à peu près. 3990. 4000. Voilà.
Donc, il y a une grosse zone, quand même, qui est assez énorme, hein. Elle est, ça fait à peu près 80, ça fait 80 points, hein. Il y a une grosse zone, là, à travailler, ok? À venir travailler. Ensuite, au nord, ici, j'ai 2 POC hebdomadaires, 3 même. 3 POC hebdomadaires, 1, 2, 3 à la suite, ici, plus un haut ici. Donc là, je note l'époque avec cette ligne rose là. Tac. Et on va noter une petite zone de vente correspondant au haut hebdomadaire ici. Voilà. Et ça, c'est aux alentours des 4170. Si on y arrive. Ici. « 4170. Ok. Alors maintenant qu'on a quadrillé notre graphique Market Profile hebdomadaire, les différents scénarios qu'on pourrait envisager la semaine prochaine. On va écarter un peu. Avant tout, je vous rappelle, hein, sur le graphique mensuel, notez bien, je vous avais dit, hein, les zones 3980, 3960 et 4155, 4180. Ok, je les laisse noter. Et sur le graphique trimestriel, ici, autour du POC, 3980. Ok, autour des 3980. Comme donc c'est ici, hein, c'est 3955, 3980, c'est cet endroit-là. Sur le mensuel, on le retrouve sur le trimestriel, ici, autour des 3980. Et ce qu'on retrouve ici, là, le gros POC, la zone de valeur haute trimestrielle, là, tout ça, entre 4155 et 4180. On le retrouve aussi en trimestriel parce que c'est un POC trimestriel, c'est une zone de valeur haute trimestrielle. D'accord? Ok. Donc, retenez bien, hein, quand même 3980 et 4155, 4180. Les 3980, 3960, 3980, en gros, c'est le haut de cette grande zone rouge là, et le bas du grand vacuum là, d'accord? Ok, ici, ok. C'est la zone des 3960, 3980, elle est ici quoi, en gros, d'accord? Et la zone des 4155, 4180, bah, c'est comme par hasard ici. D'accord? La zone de vente rouge que je vous ai mis, hein, qui est plus précisément, plus affinée, ici sur ce graphique-là, est entre 4164,50 et 4175,50. Ici. Je vais vous mettre les... Bref, au moins je vous ai mis les niveaux importants. Alors, les scénarios pour la semaine prochaine. Soyez bien conscients d'une chose, pour moi, hein, je n'ai pas la science infuse, mais le point pivot de la semaine, ça va être le FOMC mercredi, puis le NFP vendredi. Mais c'est surtout le FOMC mercredi. Donc en plein milieu de semaine, il va y avoir un changement de paradigme. Donc tous mes scénarios, il y a une première partie que je vois jusqu'à mercredi soir, et la seconde partie à partir de mercredi soir. Alors, je vous les fais apparaître. Voilà. Donc, gardez bien ça à l'esprit, le FOMC et le NFP vendredi. Le premier scénario que j'envisage,
je vais suivre, ce que je vais faire, c'est que je vais juste suivre avec le stylo comme ça. Le scénario numéro 1. On ouvre ici vendredi soir. On a clôturé ici, en haut de semaine. Premier scénario que je vois, soit on va ouvrir, aller chercher un petit point d'achat, par exemple le haut de cette zone de valeur là, de cette bulle là. On va chercher le haut ici, en plus ça correspond à une petite single print. Les lignes blanches comme ça, c'est les single print, hein, à 3902,25. On va chercher donc le haut de cette valeur vers 3902, 3905, ici. En tous les cas, par là. Et on reprend à l'achat et on remonte et on est attiré par cette bulle-là. D'accord? Avec ce POC. Donc la zone rouge. Soit ça, soit dimanche soir, on monte direct. On ouvre, on monte direct, ou on ouvre, on va chercher un point d'achat et on monte. Mais en tous les cas, on monte. Et lundi, mardi, mercredi, on est dans cette zone rouge, on grimpe, on travaille la première moitié, on travaille la seconde moitié, et à partir de mercredi soir avec le FOMC, le scénario 1 bis, soit avec ce qu'on nous dit au FOMC, les prix explosent à la hausse et on rentre dans ce grand vacuum et on fait du travail, il y a des single print, on les tape, on peut les casser, les retester pour remonter ensuite, faire du petit trend comme ça, tac, 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 tac. En tous les cas, on grimpe jusqu'à 4080, 4090, minimum. Minimum. Ça, c'est mon premier scénario, le scénario de la hausse. Donc, open, test, ou open, drive, direct. C'est open test drive ou open drive. L'un ou l'autre, mais en tous les cas, on ouvre et on monte. On va dans la zone rouge ici. OK. Et je vous enlève la zone rouge, je vous rappelle, hein, en bas c'est à peu près 3936,50, en haut c'est 3980. OK. On joue dans la zone rouge, dans la première moitié, ensuite on monte, on joue dans la seconde moitié, jusqu'à mercredi soir. Mercredi soir, en fonction du FOMC, on explose à la hausse ou on redescend. C'est le scénario numéro 2, le scénario numéro 1 bis bis, quoi. C'est-à-dire que si jamais le FOMC, ça va dépendre de ce qu'on va nous dire. Soit ça va exploser à la hausse, et c'est le scénario jaune, soit j'ai le scénario, dans ces cas-là, c'est l'hybride avec le rouge, là. Le vert et le rouge, c'est le scénario numéro 2. Donc je vous le dis, le vert pourrait se transformer à partir de mercredi, soit en jaune, là, soit en rouge, et redescendre. Enfin, voilà, je vais le mettre en jaune puisque ça correspond. Et on redescendrait dans la zone de valeur ici. Tac. On réintègre la semaine dernière, la zone de valeur de la semaine dernière. C'est le 1 bis bis. 1 bis bis. Au cas où, ça dépend du FOMC. Ensuite, il y a le scénario numéro 2, en rouge, que je vous ai mis en rouge, où je vois donc on ouvre dimanche soir au même endroit, mais on n'arrive pas à monter, on n'arrive pas à intégrer la zone de valeur rouge là, et on se la cogne et on descend, et on réintègre la zone de valeur de la semaine dernière. D'accord? Petit à petit, on redescend, on redescend. On fait, alors il y a des points intéressants à l'achat, hein, ici, ici, je vous les ai notés. Et petit à petit, on descend, et mercredi, avec le FOMC, on remonte et on se transforme en scénario haussier et on réintègre la zone de valeur rouge là, au minimum tout en haut. Et peut-être avec le NFP, on continuera vendredi. Donc le scénario rouge, c'est une open ici et on va chercher des acheteurs mais beaucoup plus bas.
on va aller chercher dans la zone de valeur de la semaine dernière, soit dans cette zone de valeur-là, avec ce beau point ici, soit dans cette zone de valeur-là, avec ce beau point ici. Et mercredi, le FOMC nous fait remonter tout. Tac, et on réintègre les hauts de la semaine dernière, on réintègre cette zone de valeur rouge-là, et peut-être que vendredi, avec le NFP, on continue la hausse. Et mon troisième scénario, qui en comprend deux, c'est la baisse. C'est-à-dire que le scénario, à partir de mercredi, le FOMC nous fait continuer à baisser, le scénario rouge là continue à baisser. On casse cette zone de valeur là, on se retrouve dans le vacuum du milieu, on fait un petit peu de travail et on va dans la zone de valeur ici du bas. Tac. Et on continue vendredi avec le NFP si c'est pas bon, ou même avec la force du NFP de mercredi, et on est attiré par les bas de la semaine, ici. Ça, c'est le scénario 3B, 3A, 3B. Et le scénario 3A, mercredi avec le FOMC, c'est pas terrible. On est attiré soit dans le vacuum ici, soit dans la zone de valeur basse ici. Mais le NFP nous fait reprendre et on revient et on travaille dans la zone. On revient par exemple ici dans la zone de valeur ici. Mais en tous les cas, ce scénario 3A et 3A fait que on va rester toute la semaine, puisqu'on ouvre ici dimanche, hein, et que je vous dis, la première partie, c'est le scénario rouge qui descend. Et donc, en fonction du FOMC, soit on continue à descendre, tac, 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 soit, soit à un moment donné, on remonte grâce au FOMC ou au NFP. Mais en tous les cas, pour moi, le scénario 3A et 3B, c'est du travail toute la semaine dans la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on réintègre la semaine dernière. Et en fonction, vous avez des beaux niveaux, hein, vous avez les bulles ici, ça se travaille, les zones intermédiaires des bulles, c'est des beaux points. Il y a un magnifique point d'achat ici aussi, je vous les ai montrés, d'accord? Bon, j'espère que j'ai été clair. Je peux résumer en faisant des flèches plus simples que tout ça. Parce que c'est vrai que c'est pas très clair tout ça. Donc, allez, on va essayer de faire ça. Je vais mettre les flèches avec Sierra. Scénario 1, on ouvre ici dimanche soir, on grimpe, direct, on va dans la zone. Je vais faire plus simple. Boum. Ou alors, on ouvre dimanche soir ici, on va chercher un point d'achat, pas très loin, et on monte, et on va dans la zone. Ok. Dans la zone, on fait un petit peu de travail. On travaille dans la première moitié, on travaille dans la seconde moitié, enfin le truc habituel quoi. Et on fait du scalp entre les points. Et à partir du FOMC mercredi, on arrive à s'affranchir du haut de la zone et on rentre dans le vacuum ici. Et dans le vacuum, soit ça peut aller très vite jusqu'en haut, soit on fait un petit trend comme ça, tac. On s'amuse avec les single print. On fait du fed et après on reprend du directionnel, on fait du fed et on reprend du directionnel, on grimpouille comme ça. Soit ça va très vite dans le vacuum, soit on le travaille tranquillement en faisant des zigzags. Mais en tous les cas, on monte. Après, la manière dont on monte, on verra ça quand on y sera. Deuxième, donc ça, c'est le premier scénario que je vois. Deuxième scénario, dimanche soir, on ouvre ici. Et on va chercher un point d'achat plus bas. Donc, beaucoup plus bas. On descend. Dimanche soir, on descend. Lundi, mardi, mercredi, on descend. On descend dans cette zone-là. Il y a des points à travailler. Tac, on fait du scalp. Tac, tac. On descend dans cette bulle. On la travaille. On va toucher la zone intermédiaire. OK. Et mercredi, on est ici, par exemple. Je me verrais bien dans la première bulle. Et boum, FOMC. Et on fait remontada.
jeudi, vendredi. Ça, c'est le deuxième scénario, simplifié. Et le troisième scénario, c'est le même au début, sauf qu'on continue, on va travailler la deuxième bulle, là. On peut, sur le chemin, faire un petit peu de travail dans le vacuum qu'on a là. Mais on continue et on va dans la deuxième bulle. Scénario 3A, on remonte, mais on reste dans la zone de valeur de la semaine, on remonte pas beaucoup plus haut que ça. On reste en dessous les hauts de la semaine dernière, quoi. Ok. Et 3B, on continue. On rejoint les bas de la semaine dernière. Et peut-être ce POC-là. Ou alors on reste et on continue à travailler et on revient dans la zone de valeur là et on s'amuse. Le 3 et le 3B, en fait, c'est les scénarios qui pensent qu'on reste, on travaille dans la zone de valeur de la semaine dernière. On reste dans la zone de valeur de la semaine dernière. Alors que les deux autres scénarios, on s'en extrait. Il y a le scénario 1 où on s'en extrait très rapidement, le scénario 2 où on fait d'abord une petite incursion et après on s'en extrait. Et après le scénario 3, l'incursion se termine mal en vente, bam, ou alors il se passe pas grand chose et on continue le travail et on reste 3B, donc le scénario 3 bis qui se termine mieux que le 3A, le scénario 3B qui se termine mieux que le 3A, on reste dans cette zone de valeur, donc on travaille, on remonte, on redescend, on remonte, on redescend. Voilà. Ok. Voilà. 1, 1, 2 et 3. A, tac, et 3B, tac. Attendez, je vais le refaire mieux que ça. Avec un stylo et une seule couleur. Scénario 1, en gros, hein, ouverture, paf, tac, ou paf, tac. Scénario 2, on ouvre, paf, et paf. On va chercher des acheteurs ici ou ici, et on remonte. Scénario 3, on ouvre, on descend, on réintègre la zone de valeur de la semaine dernière, les deux bulles, on travaille les deux bulles, on travaille la zone de vacuum du milieu, et on remonte et on continue le travail à l'intérieur. Ou alors, on casse là, on va vers les bas, on les tient, on remonte, ou on les tient pas et on va chercher le POC ici. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà ce que je vois pour la semaine prochaine. Donc, soit c'est très haussier, soit c'est d'abord on va chercher les acheteurs et ça redevient aussi à partir du FOMC et c'est le FOMC le point pivot de la semaine. Hein. Soit c'est tout simplement il y a aucune surprise ni au FOMC ni au NFP et on se contente on réintègre la semaine dernière et on travaille toute la semaine là-dedans et il y a plein de points intéressants, je vous les ai notés. Et éventuellement, on irait vers les bas de marché de la semaine dernière. Soit ils tiennent pas, on verra. S'ils tiennent pas, hop, on va au POC ici. Voilà. Pour faire une troisième semaine ultra haussière à la suite des 2 semaines qu'on vient de faire, ça serait quand même exceptionnel. Hein. Ça ferait vraiment très 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 longtemps qu'on n'aurait pas eu 3 semaines ultra bullish avec clôture tout en haut. C'est pour ça que bon, bah, si c'est le cas, ça pourrait parce que c'est un contexte bien particulier de rallye de fin d'année. Donc ça pourrait, avec un narratif au niveau du FOMC et des taux et du NFP et de l'inflation et tout ça. Donc on pourrait enchaîner une troisième semaine ultra haussière. On pourrait.
C'est pour ça que j'ai mis le scénario à la hausse. Il y a 2 scénarios à la hausse. Mais on garde quand même à l'esprit, j'en ai parlé au début, que ça peut se calmer au bout de 2 semaines de hausse, et on resterait dans la zone de valeur de la semaine dernière à faire du boulot, et éventuellement même, on pourrait repartir au sud et rejoindre et les bas de la semaine dernière et le POC ici, au minima. Au minima. Ça va dépendre de ce qu'on va nous dire au FOMC. Voilà. Voilà les amis. Sur une prospective volume profile, donc sur une prospective volume profile, voilà le graphique 30 minutes avec le volume profile macro compo sur le côté 900 jours, donc moyen long terme, et le volume profile de la semaine, la hebdomadaire. On va zoomer un peu. Bon, vous voyez un peu l'image générale. Vous voyez l'image générale, c'est pas compliqué. On voit tout de suite gros vacuum au-dessus là. Et des petits ici, ici, et ici, et ici. Et entre ces gros vacuums, on voit très très bien les gros plongeoirs, bam, bam, bam. Et puis il y en a des petits intermédiaires, on va zoomer. Ok, donc sur une prospective volume profile, on va zoomer maintenant. Voilà. Le premier scénario dont je parlais tout à l'heure, ce serait celui de la hausse. On ouvre ici dimanche soir sur ce pic là, sur ce petit pic ici. Ok, on arrive à le prendre. C'est aussi les hauts de la semaine. Je le rappelle. Hop. Ok. Donc on arrive à tenir dimanche soir ce niveau et on va au nord. Soit on va chercher un petit point d'achat, par exemple cette vallée ici à 3912,50 et on va au nord, soit on va au nord tout de suite en prenant appui sur les hauts de la semaine. D'accord. Tac. On rejoint ce pic ici et le POC mensuel -1 ici qui est vers 3950 et on est attiré dans le vacuum et on fait du trading dans le vacuum tout au long de la semaine avec les résultats du FOMC et l'objectif c'est le gros pic ici aux alentours de 4140. Ça c'est le scénario haussier et évidemment première partie de la semaine on peut s'amuser ici avant de partir avec le FOMC au nord. D'accord, c'est ce que je disais avec les market profile. Le scénario numéro 2, c'est dimanche soir on ouvre, on va chercher un point plus bas, par exemple ce gros pic ici vers 3880, ou plus bas le POC de la semaine, le POC hebdomadaire il est là, qui correspond avec un pic macro ici, donc c'est plutôt pas mal. Soit on réagit ici, soit on va chercher ça et ensuite on trouve les acheteurs et on remonte. Et en fonction du FOMC, on continue et on est attiré dans une partie du vacuum là-haut. Ou sinon, on reste là et on redescend un petit peu. Et on revient vers ce pic. Ça dépend du FOMC en fait. Le troisième scénario, pareil, où il y a un A et un B. Dimanche soir, on ouvre, on va se cogner, on n'arrive pas à tenir les hauts hebdomadaires. À la rigueur, on peut essayer de monter un petit peu et on se cogne cette réjection à 3940 là, mais on redescend, ou on redescend tout de suite. Et on va vers ce gros pic, ici, vers 3880. On travaille
dans ce vacuum ici. Ensuite, on continue à descendre. On rejoint le POC de la semaine ici. Et en faveur du FO, on travaille. Et le FOMC, soit il nous fait tout remonter, soit on continue tout remonter, mais en restant dans la semaine, hein. Soit on continue à descendre, tout en restant encore dans la semaine, on retourne jusqu'au bas, ici. Donc ce pic à peu près, vers 3780, 3760. Voilà. C'est très bien quadrillé, le terrain est très bien quadrillé par les magnifiques pics qu'on a et les vacuums. Et à l'intérieur de ces vacuums, on a des très belles vallées. Voilà. Avec des confluences de niveau, comme par exemple ici ce beau pic avec la VAH mensuelle, ici le POC mensuel du mois dernier avec ce beau pic là. Ouais, on a vraiment des niveaux qui sont magnifiques. Là, on a un magnifique pic macro à 3880 qui correspond à la VAH volume de la semaine dernière aussi. Enfin voilà quoi. Honnêtement, il y a des très très beaux niveaux. Et je vous rappelle la réaction ici de Apple mercredi soir qui correspond avec ce pic ici macro vers 3760, 3780, 3760, 3770 ici. D'accord. Très et en plus c'est la VAH mensuelle également. Donc point très important aussi, hein, si jamais on y va, ça peut être bien de le jouer plusieurs fois même. C'est comme au nord, hein, des points comme ça, ici, ça peut être bien de les jouer en tant que scalper. Ici, il y a de la zone, hein, y a de la zone. Ici aussi. C'est vraiment des points durs. Ici, j'en parle même pas, hein. Bon, là, là. Vous voyez dans la barre, là, les chiffres, à quoi ça correspond. Ok, voilà, pour une prospective volume profile, c'est pareil, hein. On voit que le terrain est quadrillé et que c'est exactement la même chose qu'avec le market profile. Les scénarios qui ressortent de l'observation sont confortés, hein, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes. On voit très bien que le nord nous attire parce qu'il y a du travail à faire, mais ça va être news flow dépendant. On n'ira pas au nord comme ça par hasard. Il va falloir que les news nous aident. Et si les news nous aident pas, on voit très bien en dessous qu'il y a des objectifs. Évident. Allez, bisous. Ciao.